Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre qui s'intitule Les 120 journées de Sodome. Il s'agit d'une œuvre du marquis de Sade écrite en 1785. Tandis que les guerres menées par Louis XIV ont appauvri le pays, des fortunes d'origine étrangère apparaissent. Dans ce roman, les 4 personnages principaux sont 4 amis. Ils se nomment d'Ursay, le président de Curval, le duc de Blangis et son frère l'évêque d'Eu. Ils se marient avec les filles de leur propre groupe. D'Ursay se marie avec Adélaïde, qui est la fille de Curval. Le président de Curval se marie avec Julie, qui est la première fille du duc de Blangis. Le duc de Blangis se marie avec Constance, qui est la fille de d'Ursay. L'évêque se marie avec Adélaïde, Julie et Constance. En échange, l'évêque donne à ses amis Aline, qui est la seconde fille du duc, mais qui est officieusement la fille de l'évêque. Les filles, en plus de leur devoir conjugal, doivent la plupart du temps servir aux amis qui sont intéressés et continuer de servir leur père. Les 4 amis ont une bourse commune de 2 millions de francs par an dédiée à leur plaisir. Ensemble, ils font 4 soupers par semaine dans des endroits différents de Paris. Le premier dîner est dédié à la sodomie avec les hommes. Le second dîner est dédié aux filles de bon ton. Le troisième dîner est dédié aux créatures les plus viles et les plus souillées. Le 4e dîner est dédié aux pucelles. Il y a quelquefois des dîners durant lesquels on trouve 4 jeunes demoiselles de condition enlevées de chez leurs parents. Le duc de Blangis a 50 ans. Il est grand et costaud. Il a tué sa mère pour toucher entièrement l'héritage de son père et il a tué sa sœur car elle n'a pas voulu tuer sa mère. Il a également tué 3 de ses femmes. L'évêque d'Eu a 45 ans. Il est petit et fluet. Il a détourné un héritage en son profit et a tué les 2 enfants qui devaient hériter. Le président de Curval a près de 60 ans. Il est grand, mince et sale. Il a fait rouer vif un père tandis qu'il a défloré sa fille. D'Ursay a 53 ans. Il est petit et gros. Il a empoisonné sa mère, sa femme et sa nièce pour agrandir sa fortune. Constance a 22 ans. C'est une grande femme mince. Elle n'a pas de religion, mais elle est naturellement vertueuse. Adélaïde a 20 ans. Elle est petite et mince. Elle est dévote. Julie a 24 ans. Elle est grande et grasse. Elle est sale et a peu de vertu. Aline a 18 ans. Elle est petite et bien en chair. Elle n'a pas de religion. Pour leur plan de débauche, les 4 amis recrutent 4 historiennes. Madame Duclos fera le récit des 150 patients les plus simples et les écarts les moins recherchés ou les plus ordinaires. Madame Chanville fera le récit de 150 patients plus singulières et d'un ou plusieurs hommes avec plusieurs femmes. Madame Martin fera le récit des 150 manies les plus criminelles et des plus outrageantes aux lois, à la nature et à la religion. Madame Desgranges fera le récit de 150 différentes tortures. Le plan de débauche des 4 amis se déroulera dans un château en Suisse appartenant à d'Ursay. Il y aura en tout 32 sujets. Le groupe comprend les 4 historiennes, 8 jeunes filles, 8 jeunes garçons, 8 hommes doués de membres monstrueux pour les voluptés de la sodomie passive que l'on appelle footeurs, ainsi que 4 vieilles. Le projet nécessite 1 année de préparation. Les filles sont recherchées dans toute la France par 17 maquerelles et leurs secondes. Chaque maquerelle doit rapporter 9 filles aux 4 amis. Au fil des sélections, il ne doit en rester que 8. Les filles doivent avoir entre 12 et 15 ans, avoir une bonne naissance, de la vertu et la plus délicieuse figure. La recherche est la même pour les jeunes garçons. Concernant les footeurs, 8 hommes travaillent à les rechercher. Il ne faut rien au-dessous de 10 pouces ou 12 pouces de long sur 7,5 de tour. Les filles enlevées et choisies sont Augustine, 15 ans, Fanny, 14 ans, Zelmire, 15 ans, Sophie, 14 ans, Colombe, 13 ans, Hébé, 12 ans, Rosette, 13 ans, Mimi ou Michette, 12 ans. Les garçons enlevés et choisis sont Zélamire, 13 ans, Cupidon, 13 ans, Narcisse, 12 ans, Zéphire, 12 ans, Céladon, 14 ans, Adonis, 15 ans, Hyacinthe, 14 ans et Giton, 12 ans. Les footeurs sont Hercule, Antinoüs, Priscu, Bandociel et 4 autres subalternes. Les 4 vieilles sont Marie, Louison, Thérèse et Fanchon. Le déménagement vers le château de d'Ursay a lieu.
Des soins sont pris pour isoler complètement le château du reste du monde. L'expérience durera 4 mois. Elle débutera le 1er novembre et finira le 28 février. La vie au château est réglée selon un emploi du temps. Il sera quelque peu modifié au cours de l'histoire qui durera 17 semaines. Le lever est à 10 heures. Les 4 amis reçoivent la visite de 4 footeurs accompagnés de 4 garçons. Le dépucelage vaginal aura lieu au mois de décembre et les dépucelages anaux auront lieu au mois de janvier. À 11 heures, les amis vont dans l'appartement des jeunes filles. 8 filles nues accompagnées de Marie et de Louison servent le déjeuner. Les filles devront se mettre à genoux lorsqu'elles croiseront un ami. Chaque mois, un ami est chargé de vérifier la tenue du mois des filles. Suite à la visite des filles, il y a la visite chez les garçons. Les 4 garçons qui n'ont pas été vus le matin doivent se déculotter et attendre les ordres. Les garçons sont aussi examinés pour vérifier leur tenue du mois. À 1 heure, les filles et les garçons qui ont l'autorisation peuvent faire leurs besoins à la chapelle. De 2 à 3 heures, le dîner est servi aux 2 tables. L'une est dans le grand appartement des filles, l'autre est dans celui des garçons. Ce sont les 3 servantes de la cuisine qui serviront ces 2 tables. La première table est composée des 8 filles et des 4 vieilles. La seconde table est composée des 4 épouses, des 8 garçons et des 4 historiennes. Durant ce temps-là, les amis vont dans le salon de compagnie. À 3 heures, les maîtres dînent avec les 8 footeurs. Ce dîner est servi par les 4 épouses toutes nues aidées des 4 vieilles vêtues en magiciennes. Les 8 footeurs, pendant le repas, pourront commettre sur les corps nus des épouses tous les attouchements qu'ils voudront. À 5 heures, 2 garçons et 2 filles serviront nus du café et des liqueurs aux 4 amis. À 6 heures, tout le monde se rejoint dans le grand cabinet destiné aux narrations. L'historienne est sur le trône tandis que les autres sont répartis dans différentes niches. À 10 heures, le souper est servi. Les épouses, les historiennes et les 8 filles soupent entre elles et à part. Les amis souperont avec les 4 footeurs qui ne seront pas de service de nuit et 4 garçons. Les 4 autres garçons serviront aidés des vieilles. Après le souper, on passe aux orgies qui ont lieu dans le salon d'assemblée pour la célébration. Tout le monde est présent, sauf les 4 footeurs de service de nuit. À 2 heures, les 4 footeurs viennent chercher l'ami avec lequel il devra passer la nuit. Cet ami peut emmener avec lui une des épouses, une fille ou un garçon quand elle ou il seront déflorés, une historienne ou une vieille. Les punitions auront lieu le samedi soir lors des orgies. Les sujets sont punis lorsqu'ils sont pris en faute ou quand ils refusent de faire quelque chose. Les historiennes auront la moitié de la punition des enfants. Les femmes et les vieilles auront le double de la punition des enfants. Le 31 octobre, le duc fait un discours aux femmes en brossant à grands traits leurs devoirs et en leur disant qu'elles devront être soumises aux désirs des 4 amis. Le chapitre récapitule les portraits que Sade a déjà faits dans le premier chapitre. Au chapitre 4 commencent les narrations concernant le mois de novembre. Du chapitre 4 au chapitre 34 se trouvent des passions simples ou de première classe. Un chapitre correspond à une journée. On y raconte ce qu'il s'est passé dans le château et l'historienne du mois narre 150 histoires qui lui sont arrivées ou dont elle a entendu parler. Durant les soirées du mois de novembre, entre 6 heures et le moment du souper, Françon Duclos nous raconte des événements de sa vie. La mère de Françon travaillait à l'église et son père était peut-être un homme d'église. Dans cette église, la jeune Françon fait connaissance avec différents pères ayant des goûts différents, l'urine, la morve, le branlage, l'onanisme, etc. La sœur de Françon travaille elle aussi pour les religieux et c'est elle qui a envoyé Françon voir le premier père. Françon est payée pour ses actes et elle est aussi rémunérée quand elle ramène d'autres filles au père. La mère part de la maison familiale et laisse les 2 sœurs à leur prétendu père. Les 2 sœurs partent de la maison, louent une chambre et un mot du père gardien leur donne rendez-vous pour aller dans le couvent afin de rejoindre leur mère. La grande sœur flaire le danger et dit à sa petite sœur qu'elle va la mener chez une maquerelle nommée Madame Guérin pour qui elle travaille déjà. N'étant pas allée au rendez-vous, le père gardien toque à la porte des 2 fillettes. Il veut qu'elles rejoignent leur mère et servent de putain dans le couvent. Elle refuse. Françon est conduite dès le lendemain chez Madame Guérin. Le soir même, elle a affaire à un vieux négociant. Suivant la coutume, elle prend le nom de famille de cet homme qui est Duclos.
Après son expérience, la sœur de Duclos lui fait voir un trou dans le mur d'une chambre qui est destinée à voir ce qui se passe dans une autre chambre. Madame Duclos raconte des expériences qui lui sont arrivées avec des clients ou des expériences de ses collègues qu'elle a pu apercevoir. Plus le temps avance, plus les expériences montent en intensité. Il y a entre autres de la scatophilie, de l'hémétophilie, de l'éproctophilie, de la gérontophilie, de la spermophilie, etc. Madame Guérin est en relation avec un ecclésiastique qui parvient à attirer les jeunes filles dans le vice sans toutefois consommer le fruit de son œuvre. Madame Duclos travaille quelques années chez Madame Guérin. Cependant, comme elle a peu d'argent et que Madame Guérin garde une grande partie des sommes gagnées, elle décide de travailler chez une autre maquerelle appelée Madame Fournier. Un autre facteur décide Madame Duclos à partir de chez Madame Guérin. Il s'agit de la disparition de sa sœur. Une autre historienne appelée Madame Desgranges lui révèle que sa sœur a été tuée. Chez Madame Fournier, Madame Duclos est mieux payée, mais elle doit se soumettre à des pratiques encore plus difficiles. On retrouve des pratiques scatophiles ou du gamahuchage. Chez cette maquerelle, Madame Duclos a Durcet comme client. Madame Duclos fait la rencontre d'un fermier général nommé Daucourt. Après une séance de travail, cet homme lui propose de venir habiter chez lui. Elle sera payée, nourrie et servie. Il a pour amis 3 libertins qui sont accompagnés de leurs 3 maîtresses. Madame Duclos habite chez cet homme dès le lendemain. Il lui fait changer son régime alimentaire afin qu'elle fasse ses besoins 2 fois par jour et que ses étrons soient plus goûteux. Madame Duclos fait la connaissance des 6 camarades de Monsieur Ducourt. Il pratique l'échangisme auquel participe Madame Duclos. Tout en étant chez Monsieur Daucourt, Madame Duclos continue son travail auprès de Madame Fournier. Elle profite d'une absence de Monsieur Daucourt dans sa maison pour lui voler l'argent et un écrin. Elle découvre d'autres choses concernant cet homme qui sont passées sous silence. Elle va vivre à Londres durant 6 mois. Apprenant que Monsieur Daucourt est parti à l'étranger, Madame Duclos revient à Paris. Elle reprend son travail chez Madame Fournier qui quelquefois l'envoie faire des parties en ville. Madame Fournier tombe malade et remet à Madame Duclos la somme de 100 000 francs. 15 000 francs doivent aller à l'aumône, 15 000 francs à la prière, 60 000 francs à son fils Pétignon qui ne la connaît pas et 10 000 francs à Madame Duclos. Cette dernière donne exprès à Madame Fournier une dose trop forte de médicaments pour qu'elle meure. Madame Duclos garde tout l'argent pour elle. À 30 ans, elle prend en main la maison close. Madame Duclos souhaite faire du mal au fils de Monsieur Fournier, nommé Pétignon, qui a une femme et une fille. En même temps, le marquis de Mésanges vient demander à la Duclos une pucelle qui n'a pas 13 ans. Madame Duclos arrive à faire en sorte que Pétignon et sa femme soient en prison. Elle parvient à tirer la fillette et elle la vend au marquis. Une des filles de Madame Duclos, qui s'appelle Eugénie, part avec un inconnu et ne reviendra pas. Desgranges lui dit qu'elle est morte. Madame Duclos nous raconte encore ses expériences. Parmi elles, il y a des hommes qui aiment qu'on les fouette, qu'on les frappe, qu'on les attache, qu'on les brûle, qu'on les pique, qu'on leur fasse couler de la cire sur eux, qui aiment les mises en scène, qui pratiquent la nécrophilie ou qui aiment les exécutions. Lucile, qui est une des filles de Madame Duclos, apprend que sa mère et sa sœur sont tombées dans la misère. Madame Duclos parvient à ce que Lucile ne les aide pas et au contraire leur fasse du mal. Un comte qui aimait faire du mal aux infortunés a demandé à Madame Duclos d'enlever la sœur de Lucile et de la remettre à une adresse qui est celle de Madame Desgranges. Lucile et le comte ont fait une visite pleine de méchanceté à la mère de Lucile. Madame Duclos se fait payer pas seulement pour l'enlèvement de la sœur de Lucile, mais aussi pour les enlèvements de Lucile et de sa mère. La suite de l'histoire sera racontée par Madame Desgranges. Madame Duclos revient au marquis de Mésanges, à qui elle a vendu la fille du cordonnier. Cette femme a voulu brûler Lucile. Desgranges sait ce qu'il est arrivé à la fillette. Les récits de l'historienne sont entrecoupés par les faits du château. Les tourments des personnages du château augmentent en intensité durant le mois. De mois en mois, les supplices sont axés sur d'autres pratiques et deviennent de plus en plus graves. Les tortures sont en lien avec celles prévues pour le mois. Elles se passent jour et nuit. Les 4 amis sont inspirés par les récits de l'historienne. Ils essaient de les reproduire. Certains faits ne sont pas expliqués par l'auteur. C'est le cas lorsque les amis entraînent avec eux d'autres personnages dans les cabinets tandis que l'historienne raconte ses histoires. Les personnages reçoivent des punitions et leurs erreurs sont écrites dans un livre. La punition est effectuée le samedi.
Les motifs des punitions sont variables. Elles peuvent exister car les personnages ne font pas ce qu'on leur demande ou car les personnages n'ont pas les tenues prescrites. Au fur et à mesure, les 4 amis font tout pour que les personnages fassent des erreurs. Certains sont dénoncés alors qu'ils n'ont pas fait de faute. Lors de la seconde journée, il y a un changement dans l'emploi du temps. Les filles et les garçons auront des cours de branlage de 9 h à 10 h. Les 4 amis seront dans un premier temps les sujets d'expérimentation. Lors de la troisième journée est dressé un tableau de projet. Il détermine les dates des mariages, des dépucellement vaginaux et des dépucellement anaux. La journée du 27 février est destinée au sacrifice. Les 4 amis donnent des rubans de différentes couleurs pour savoir qui leur appartient et si le dépucellement sera par devant ou par derrière. On apprend lors de la 4e journée que Constance est enceinte. Cet état lui permet d'échapper à certaines punitions, mais il entraîne la fureur de certains amis. Lors de la 5e journée, Zéphyr, Adonis, Hyacinthe et Céladon sont admis au repas des 4 amis. Ils sont également admis dans la chambre des amis avec les épouses, les fouteurs et les historiennes. Le 7 novembre, Michette et Giton sont mariés. Le 9 novembre, les leçons du matin cessent pour les filles car elles sont assez instruites. Zelmire a été surprise en train de prier Dieu car elle voulait qu'il la délivre de cet endroit avant d'avoir perdu sa virginité. D'après le règlement du château, prier mène à la mort. Cependant, cela exaucerait le vœu de Zelmire et les 4 amis ne pourront plus s'amuser avec elle. Elle ne sera que punie. Le 10 novembre, Sade nous révèle certains secrets. Les revues du matin consistaient à vérifier si les jeunes filles et les jeunes garçons n'avaient pas fait leurs gros besoins dans leur peau de chambre. Elles servaient aussi à vérifier si les jeunes gens ne s'étaient pas lavés. Si quelqu'un avait dérogé à l'un ou à l'autre de ces principes, une punition l'attendait. Les leçons du matin pour les garçons sont arrêtées car ils sont assez instruits. La nuit du 13 novembre, le président ne trouve plus Adélaïde dans sa chambre. On retrouve Adélaïde vers le lit de Sophie. Elles se consolent l'une l'autre et Adélaïde engage Sophie à ne pas s'éloigner de Dieu. La femme et la fille recevront une punition. Le 14 novembre a lieu le mariage de Narcisse et d'Hébé. Le 19 novembre, les 4 amis commencent à pratiquer sur les habitants du château la méthode d'Aucourt qui consiste à suivre un régime alimentaire pour changer la fréquence et la consistance des sels. Cela fonctionne. Le 20 novembre, le duc Soult entre dans la chambre des jeunes filles à la place de la sienne. Il confond sa femme avec les jeunes filles. Constance le conduit dans la bonne chambre avant qu'il en déflore une. Le 21 novembre, Colombe et Zellamire se marient. Le 24 novembre, Adélaïde continue de croire en Dieu et elle espère qu'il va la tirer de là. Elle voit toujours Sophie. Dursé la surprend. La femme et la fille recevront une punition. Le 25 novembre, on surprend Aline et Zelmire dans le même lit. Elles seront punies. Le 26 novembre, les 4 amis inventent de nouvelles règles pour que leur hôte soit plus souvent en faute. Désormais, tout paix doit aller dans la bouche d'un des amis et il est interdit de se torcher. Les filles et les garçons doivent dire aux amis qui entrent dans leur chambre « Je me fous de Dieu, voulez-vous mon cul? Il y a de la merde. » S'ils ne disent pas ces phrases, ils seront punis. La délation permet de réduire sa punition. Le 27 novembre, les 4 amis élisent les plus beaux culs. Les gagnants sont Zéphyr et Zelmire. Le 28 novembre, Cupidon et Rosette se marient. Dans le chapitre 35, les narrations concernent le mois de novembre. Dans ce chapitre se trouvent les passions de seconde classe ou double. Un chapitre ne correspond plus à une journée mais à un mois. Les récits sont moins détaillés et ne sont que sous forme de notes. On y raconte ce qu'il s'est passé dans le château et l'historienne du mois narre 150 histoires qui lui sont arrivées ou dont elle a entendu parler. Durant les soirées du mois de décembre, entre 6 h et le moment du souper, Madame Chanville nous raconte des événements de sa vie. Madame Chanville a été dépucelée à l'âge de 5 ans. Elle nous rapporte différentes pertes de pucelage, selon l'âge, selon la condition sociale, en famille ou grâce à la famille. Elle nous conte des histoires qui parlent entre autres d'orgie, de scatophilie, de blasphème, de fouettage, de torture, de violence, de maltraitance de femmes enceintes, etc. Les récits de l'historienne sont entrecoupés par l'effet du château. Les tourments des personnages du château augmentent en intensité durant le mois. De mois en mois, les supplices sont axés sur d'autres pratiques et deviennent de plus en plus graves. Les tortures sont en lien avec celles prévues pour le mois. Elles se passent jour et nuit.
Les 4 amis sont inspirés par les récits de l'historienne et ils essaient de les reproduire. Certains faits ne sont pas expliqués par l'auteur. Cela est le cas lorsque les amis entraînent avec eux d'autres personnages dans les cabinets tandis que l'historienne raconte ses histoires. Le mois de décembre est le mois des dépucellement vaginaux des jeunes filles. Si les filles ne sont pas encore mariées, le duc ou Curval les dépucelle avant leur mariage. Après leur union, elles sont livrées à l'assemblée. Si les filles sont déjà mariées, elles sont dépucelées. Elles sont ensuite livrées à l'assemblée. Le 5 décembre, Hyacinthe et Fanny se marient. Le 6 décembre, Zéphyr et Cupidon sont surpris ensemble. Ils seront punis. Le 14 décembre, Augustine et Zelmire sont surprises ensemble. Elles seront punies. Le 19 décembre, Zelmire et Adonis se marient. Le 26 décembre, Zéphyr et Augustine se marient. Le 28 décembre, le duc adopte Augustine et abandonne Constance. Dans le chapitre 36, les narrations concernent le mois de janvier. Dans ce chapitre se trouvent les passions de 3e classe ou criminels. Un chapitre ne correspond plus à une journée mais à un mois. Les récits ne sont pas détaillés et ne sont que sous forme de notes. On y raconte ce qu'il s'est passé dans le château et l'historienne du mois nous narre 150 histoires qui lui sont arrivées ou dont elle a entendu parler. Durant les soirées du mois de janvier, entre 6 heures et le moment du souper, Madame Marten nous raconte des événements de sa vie. Madame Marten a été dépucelée allemand à l'âge de 4 ans. Elle parle de son dépucelage, de celui de son frère et du fait qu'ils ont dû commettre l'inceste. Elle parle de différentes histoires de sodomie, notamment selon l'âge, le sexe, l'aspect physique et le blasphème apporté. Elle parle entre autres de zoophilie, de nécrophilie, de filles pincées, brûlées ou transpercées d'aiguilles, de scarification, de découpage de membres, de cassage de dents et d'os et d'avortement. Les récits de l'historienne sont entrecoupés par les faits du château. Les tourments des personnages du château augmentent en intensité durant le mois. De mois en mois, les supplices sont axés sur d'autres pratiques et deviennent de plus en plus graves. Les tortures sont en lien avec celles prévues pour le mois. Elles se passent jour et nuit. Les 4 amis sont inspirés par les récits de l'historienne, ils essaient de les reproduire. Certains faits ne sont pas expliqués par l'auteur. Cela est le cas lorsque les amis entraînent avec eux d'autres personnages dans les cabinets tandis que l'historienne raconte ses histoires. Le mois de janvier est le mois des dépucellements anneaux des jeunes filles et des jeunes garçons. 4 filles sont dépucelées annalement avant d'être livrées à un fouteur. Il s'agit d'Hébé, de Michette, de Colombe et de Rosette. Les sodomies sont réparties entre le duc, Curval et l'évêque. Pratiquement tous les lendemains de dépucelage anneaux, les jeunes gens sont livrés à l'assemblée. Le 2 janvier, Hercule épouse Hébé. Le 12 janvier, Curval fait reconnaître Zelmire pour sa femme. Curval répudie Julie. Le 20 janvier, l'évêque prend Sophie comme femme et il répudie Aline. Le 27 janvier, Fanny est mariée à Dursay qui répudie Adélaïde. Le 30 janvier, le duc épouse Hercule et Zéphyr. Dans le chapitre 37, les narrations concernent le mois de février. Dans ce chapitre se trouvent les narrations meurtrières ou de 4e classe. Un chapitre ne correspond plus à une journée, mais à un mois. Les récits sont moins détaillés et ne sont que sous forme de notes. On y raconte ce qu'il s'est passé dans le château et l'historienne du mois raconte 150 histoires qui lui sont arrivées ou dont elle a entendu parler. Durant les soirées du mois de février, entre 6 heures et le moment du souper, Madame Desgranges nous raconte des événements de sa vie. L'historienne raconte des morts lentes, causées par exemple par manque de nourriture, par manque de sommeil, par la maladie ou par l'empoisonnement. Elle parle de morts rapides causées entre autres par étranglement, par défenestration ou par coup de pistolet. Elle compte des morts dont la manière est principale, telles que des décès liés à des empoisonnements, à de l'absorption de drogue ou encore à des incendies. Elle nous parle de morts douloureuses, causées par exemple par une scie, par des brûlures ou par du plomb fondu. Certains meurtres ne concernent que des hommes qui sont tués par coups de fusil, dévorés par des animaux, à cause de zoophilie, ou qui doivent faire un choix cornélien dont le résultat, quel que soit le choix, apporte la mort. Plus les jours passent, plus les morts énoncées par Madame Desgranges sont terribles. Il est de plus en plus fréquent qu'un meurtrier ne s'en prenne plus à une seule personne, mais à plusieurs.
Madame Desgranges finit sa narration par l'histoire d'un seigneur que les historiennes nomment l'enfer et qui torture 15 filles différemment. Les récits de l'historienne sont entrecoupés par les faits du château. Les tourments des personnages du château augmentent en intensité durant le mois. De mois en mois, les supplices sont axés sur d'autres pratiques et deviennent de plus en plus graves. Les tortures sont en lien avec celles prévues pour le mois. Elles se passent jour et nuit. Les 4 amis sont inspirés par les récits de l'historienne et ils essaient de les reproduire. Certains faits ne sont pas expliqués par l'auteur. Cela est le cas lorsque les amis entraînent avec eux d'autres personnages dans les cabinets tandis que l'historienne raconte ses histoires. La réputation des femmes des 4 amis et leur remplacement par 4 jeunes filles font que ces jeunes filles remplacent les femmes dans les tâches de la journée et dans le lit des amis. Seule Julie a trouvé grâce auprès de l'évêque. Au mois de février se déroulent des mariages entre les 4 amis, les fouteurs et les jeunes garçons. Les garçons qui n'ont pas encore eu de défloraison sodomite l'ont ce mois-ci. Les jeunes gens, les vieilles, les femmes répudiées des amis et les historiennes sont torturées. Certains personnages sont tués. Le 6 février, Curval épouse Briscu et Adonis. Le 12 février, les 4 vieilles sont déclarées inutiles par les 4 amis et elles sont remplacées dans leurs fonctions par les 4 historiennes. Elles deviennent les proies des 4 amis. On découvre l'intrigue d'un des fouteurs subalternes avec Augustine. Contre ce qu'il voulait, il a dit vouloir aider Augustine à s'enfuir. On coupe la tête au fouteur. Le 13 février, l'évêque épouse Antinoüs et Céladon. Le 16 février, Sophie et Céladon ont été surpris ensemble. Ils seront punis. Le 18 février, Aline meurt. Le 20 février, Dursay épouse Bandociel et Hyacinthe. Le 22 février, Adélaïde meurt. Le 24 février, Augustine meurt. Le 25 février, le duc prend Colombe pour femme. Le 26 février, Curval prend Hébé comme femme. Le 26 février, Zélamir meurt. Le 28 février, Céladon est obligé de torturer Sophie. Le ventre de Constance a été ouvert pour en sortir le fœtus. Le 28 février, nous apprenons les sorts de Lucile, de sa sœur et de sa mère. Elles ont été toutes les 3 pendues de manière différente au-dessus d'un trou. Quand les corps ont lâché, elles ont atterri dans les trous qui leur ont donné la mort. Constance, Narcisse, Giton, Michette et Rosette meurent torturées. À la fin du mois, comme l'écrit Sade, il y a 10 décès. Au mois de mars, les fouteurs subalternes restants, les garçons restants, les filles restantes et les 4 vieilles sont enfermés dans 4 prisons. Entre le 1er et le 17 mars, ils sont tous assassinés. Les 3 servantes sont elles aussi enfermées et elles meurent entre le 18 mars et le 20 mars. Sade fait le total des personnages morts et vivants. Avant le 1er mars, 10 personnes sont mortes. Depuis le 1er mars, 20 autres personnes sont décédées. Il reste 16 personnes vivantes. Sade a déclaré avoir commencé à écrire les 120 journées de Sodome le 22 octobre 1785 et l'avoir écrit en 37 jours. Il était emprisonné à la Bastille lors de l'écriture. Craignant de subir une confiscation et n'ayant pas le matériel requis, Sade a écrit son histoire sur des petits morceaux de papier de 12 cm de largeur et introduit clandestinement dans la prison. Ces feuilles ont ensuite été collées les unes après les autres et ont formé un rouleau de papier de 12,10 mètres de long et de 11,5 cm de large. Sade aurait caché ce rouleau dans le mur de sa cellule. Lorsqu'il a crié à des personnes à l'extérieur de la prison que les gardiens assassinaient des détenus, Sade a provoqué une émeute. À cause de cela, 2 jours plus tard, le 4 juillet 1789, Sade a été transféré à l'asile de Charenton et il n'a pas pu amener avec lui son manuscrit. Le 14 juillet 1789 s'est déroulée la prise de la Bastille. Sade pensait que son œuvre avait été détruite lors de l'assaut. La réalité est tout autre. Arnoux de Saint-Maximin a emporté le manuscrit 2 jours avant la prise de la prison. La famille de Villeneuve-Trans est devenue propriétaire du document durant 3 générations. L'œuvre a ensuite été vendue à un psychiatre et sexologue nommé Ivan Bloch, qui l'a publiée en 1904 sous le pseudonyme de Monsieur Eugen Duren. En 1929, le vicomte Charles de la Noailles a acheté le manuscrit. La femme de cet homme était une descendante directe du marquis de Sade. La fille de ce couple, qui s'appelle Nathalie de Noailles, a hérité de l'œuvre. Cette femme a prêté le manuscrit à un de ses amis, nommé Jean Grouet.
En 1983, Jean Grouet s'est rendu en Suisse et il a vendu le manuscrit à Gérard Nordman contre la somme de 300 000 francs. Une action a été intentée en France. En 1990, la plus haute juridiction française a ordonné la restitution du manuscrit. La Suisse n'avait pas encore signé la convention de l'UNESCO qui permettait la restitution des objets culturels volés. La famille de Noailles a dû porter l'affaire devant les tribunaux suisses. En 1998, le tribunal suisse a jugé que Nordman avait acheté le manuscrit de bonne foi et par conséquent qu'il n'avait donc pas à le rendre. L'ouvrage a été exposé en 2004 près de Genève à la fondation Martin Bodmer. Gérard l'Héritier a acheté le rouleau 7 millions d'euros en 2014 et il l'a exposé dans son musée des lettres et manuscrits à Paris. En 2015, la société de Gérard l'Héritier est mise en liquidation suite à une affaire d'escroquerie. Les autorités françaises ont saisi le manuscrit qui devait être mis aux enchères. Le 19 décembre 2017, le gouvernement français a reconnu le manuscrit comme trésor national, ce qui a évité à l'œuvre d'être vendue aux enchères. En tant que trésor national, la loi française a stipulé que l'objet en question devait être conservé en France pendant un délai de 30 mois, ce qui a permis au gouvernement d'avoir le temps pour lever les fonds pour l'acheter. Début 2021, le gouvernement français a annoncé qu'il offrait des avantages fiscaux aux entreprises contre du mécénat à hauteur d'une somme de 4,55 millions d'euros dans le but d'acquérir le manuscrit destiné à la Bibliothèque nationale de France. Le ministère de la Culture a annoncé que l'œuvre a été acquise par l'État le 9 juillet 2021. Le roman peut être considéré comme inachevé. En effet, les parties 2, 3 et 4 ne sont que sous forme de notes. Le nombre de récits des historiennes doit être pour chaque mois de 150. Or, le compte n'est pas toujours bon. Ce n'est pas d'ailleurs la seule fois que les comptes sont inexacts. Sade a mis des notes à l'intérieur de son roman en précisant ce qu'il aimerait changer. Et enfin, il ne nous explique pas certains faits et nous dit qu'il le fera plus tard. Or, nous n'avons pas toujours l'explication. Et pourtant le roman est achevé. Tout d'abord, les 4 mois sont racontés. Ensuite, les parties sont liées entre elles. Des personnages des histoires de Madame Duclos se retrouvent dans des histoires des autres historiennes. Le roman est peut-être achevé car il est inachevable. Sade ne nous raconte pas certaines choses car elles sont trop difficiles à lire ou trop difficiles à écrire. Ainsi, nous ne savons pas comment est morte Zelmire. Nous savons seulement que ses tourments ont été encore plus rudes que ceux subis par Augustine. Puisque les traitements augmentent en intensité dans le temps, après la mort de Zelmire, les tourments sont inracontables. Il y a des choses anormales dans ce roman, mis à part le glauque. Aucun individu ne s'échappe. Personne ne tente de s'échapper. Il est dit qu'un fouteur veut aider Augustine à s'enfuir, mais c'est contre quelque chose. Il n'est pas certain que ce fouteur savait comment s'enfuir. Il est possible qu'il n'ait dit cela que seulement pour profiter d'elle. Même si le château semble imprenable, il doit bien exister un moyen d'en partir. Puisque les 4 amis vont partir après leur expérience, il doit y avoir un moyen de s'en aller. Même si les personnes ne peuvent pas s'enfuir, elles pourraient au moins se cacher, mais personne ne le fait. Les victimes vont au-devant de leurs bourreaux et ne cherchent pas à les éviter. Un autre moyen d'éviter les tourments serait le suicide. Même si cela est contre Dieu, il permettrait aux victimes d'échapper à leurs tourments. Une chose qui est également incroyable est cette obéissance envers les bourreaux. Les bourreaux ne sont pourtant que 4. Le reste est constitué de 36 personnages. Une rébellion mettrait fin au massacre. Quand on lit les mauvais traitements subis par les prisonniers, on se rend compte que ces personnages devraient être morts depuis longtemps. Le supplice subi par Augustine ne tient pas debout. C'est la preuve qu'il y a quelque chose d'anormal en eux. Ce sont des surhommes et des surfemmes. À moins que s'ils survivent, c'est grâce à Dieu. Mais Dieu est absent de ce roman et n'aide en aucun cas les personnages. Ce serait plutôt le diable qui agit. En les gardant plus longtemps en vie, les personnages souffrent plus longtemps. Ce sont les gens d'en haut qui font le mal. Les 4 amis sont évêques, ducs, financiers et juges. Les méchants de l'histoire des historiennes sont des hommes puissants. Nous avons des hommes titrés, des hommes riches et des hommes d'église. Les gens d'en bas ne font que de se soumettre aux hommes au-dessus d'eux, soit par manque d'argent, soit parce qu'ils sont forcés. Cet état des choses est contre ce que l'on rencontre le plus souvent dans les romans, c'est-à-dire que le mal provient des gens du bas et le bien des gens du haut. Les personnes puissantes sont immunisées de tout.
Déjà riches, leur crapulerie les rend encore plus riches. Habitués au péché, ils ne semblent pas en souffrir, ressentent du plaisir à faire le mal et vont de plus en plus loin. Quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais punis. Les pauvres sont emprisonnés alors qu'ils sont innocents. Les prisonniers ne sont même pas considérés comme des êtres humains, mais comme des objets, comme le dit Sade dans son premier chapitre. Les 4 amis discourent plusieurs fois sur le mal. Leurs échanges contiennent des réflexions intéressantes quand ils se concentrent sur autre chose que leur dépravation. Les 120 journées de Sodome n'est pas seulement un livre pornographique et sadomasochiste comme certains l'interprètent, mais c'est également un livre de philosophie. Les guerres considérables que Louis XIV eut à soutenir pendant le cours de son règne, en épuisant les finances de l'État et les facultés du peuple, trouvèrent pourtant le secret d'enrichir une énorme quantité de ses sangsues, toujours à l'affût des calamités publiques qu'ils font naître au lieu d'apaiser, et cela pour être à même d'en profiter avec plus d'avantage. La fin de ce règne, si sublime d'ailleurs, est peut-être une des époques de l'Empire français où l'on vit le plus de ces fortunes obscures qui n'éclatent que par un luxe et des débauches aussi sourdes qu'elles. C'était vers la fin de ce règne et peu avant que le régent eût essayé, par ce fameux tribunal connu sous le nom de Chambre de justice, de faire rendre gorge à cette multitude de traitants, que 4 d'entre eux imaginèrent la singulière partie de débauche dont nous allons rendre compte. Ce serait à tort que l'on imaginerait que la roture seule s'était occupée de cette malautre. Elle avait à sa tête de très grands seigneurs, le duc de Blangis et son frère l'évêque d'Eu, qui tous deux y avaient fait des fortunes immenses, sont des preuves incontestables que la noblesse ne négligeait pas plus que les autres les moyens de s'enrichir par cette voie. Ces 2 illustres personnages, intimement liés et de plaisir et d'affaires avec le célèbre Durcet et le président de Curval, furent les premiers qui imaginèrent la débauche dont nous allons écrire l'histoire, et l'ayant communiqué à ses 2 amis, tous 4 composèrent les acteurs de ces fameuses orgies.